Bonjour à tous. Il y a quelques mois, dans le métro, se joua devant moi une scénette qui retint mon attention. Une femme d'une trentaine d'années était assise sur les strapontins à ma gauche, les yeux rivés sur son téléphone, écouteurs sur les oreilles. Juste en face d'elle, dans une poussette, se trouvait là un bambin, âgé de 2 ans tout au plus, qui était fort probablement son fils. Ce dernier regardait très attentivement sa mère, puis le téléphone, puis à nouveau sa mère, puis le téléphone, cela pendant plusieurs minutes. Quelques instants plus tard, l'enfant commença bientôt à gesticuler dans la poussette, à faire montre d'une certaine impatience, avant de commencer bientôt à pleurer, d'abord doucement, puis avec force. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque la mère, sans quitter son téléphone des yeux et sans mot dire, sortit de sa poche un second téléphone, qu'elle déverrouilla nonchalamment d'un geste de la main avant de le donner au petit garçon, en ayant pris soin au préalable de lancer la vidéo d'un dessin animé bien connu. Oui, oui, pour ne pas le citer. À la seconde précise où le générique de début s'ouvrit, volume maximum, l'enfant cessa ses pleurs immédiatement, captivé, ébahi par cet objet sonore et visuel qui s'offrait dorénavant à lui. Laissons-la cette histoire pour le moment. En préparant cette journée de travail, je me suis demandé comment psychanalyse et neurosciences pouvaient chacune sortir grandies d'une telle rencontre. Nous ne sommes évidemment pas les premiers instigateurs de cette dynamique de travail, qui a vu le jour dans les années 90. La difficulté réside en ceci qu'il nous faut éviter d'une part l'écueil d'une conciliation aveugle et d'autre part le dialogue de sourds. Certains ont pris le parti du décloisonnement interdisciplinaire. Je pense là à l'initiative de Marc Masson, Pierre-Marie et Yves Sarfati, en partenariat avec l'Académie de médecine, qui ouvre certaines perspectives intéressantes, notamment sur la question de la scientificité de la psychanalyse, dont nous avons pu parler ce matin. À travers leur initiative, nous pouvons constater qu'un certain nombre de recherches expérimentales sont venues tenter d'illustrer par les neurosciences certaines idées freudiennes, comme par exemple le refoulement. Je vous renvoie à ce sujet à l'article du professeur David Cohen, qui, après examen d'une série de recherches expérimentales, en arrive à la conclusion qu'il est, je le cite, « possible d'affirmer qu'il n'y a pas de contradiction fondamentale entre la psychanalyse et les données expérimentales ». Données issues d'expériences menées en laboratoire, que ce soit à propos de certains aspects de la théorie psychanalytique ou à son efficacité en tant que thérapeutique. Toutefois, nous ne pouvons pas non plus espérer que les neurosciences viennent combler le manque constitutif à la psychanalyse, inversement d'ailleurs, puisque ce manque est propre à chaque discipline et fondamentalement irréductible. Entre autres raisons, parce que l'objet de la psychanalyse est circonscrit, comme nous l'a exposé ce matin Madame Bontemps. Néanmoins, ces différents travaux ouvrent des boulevards pour des nouveaux champs de connaissances et de réflexion théorique. Et quoi qu'on en pense, ils amènent la pensée psychanalytique à s'interroger sur elle-même. Car c'est en partie au travers de ces tentatives, voire même d'attaques, lorsqu'elles sont intelligentes et rigoureuses, issues de différents courants de pensée, que nous pouvons être invités à conserver, détruire ou remanier des pans entiers de la psychanalyse. Mais est-ce le cas en l'occurrence ? Je laisse la question ouverte. Les initiatives nées du côté des neuroscientifiques existent également, bien qu'elles soient nettement plus rares. Citons l'exemple de Mark Solms et Olivier Turnbull, tous deux neuropsychologues, qui ont entrepris à partir de leur expérience sur le divan, de leur expérience personnelle, de proposer une tentative de reprise des travaux freudiens, notamment à partir de l'esquisse d'une psychologie scientifique, à la lumière de leur champ de connaissances. Notons toutefois que cette démarche leur a valu d'être mise au ban par certains de leurs pairs. Je les cite. « Notre intérêt pour la psychanalyse nous a fait perdre le respect des collègues, l'estime d'étudiants et la volonté de directeurs de journaux de publier nos travaux. Les pressions pour abandonner la psychanalyse sont considérables. » Fin de citation. Ce que je propose aujourd'hui, c'est de pouvoir nous appuyer en tant que psychothérapeute ou psychanalyste sur certains apports des neurosciences afin de nous repérer dans notre clinique quotidienne. Cela sans pour autant nous affranchir des cloisons qui nous séparent.
Cela, nous le faisons déjà avec les travaux des médecins, sous l'impulsion notamment du docteur De Amorim, qui invite ses élèves à être amis de la médecine. Très simplement, lorsqu'un patient commence sa vie sexuelle ou rencontre un nouveau partenaire, nous prenons soin d'examiner si ses relations sexuelles sont protégées grâce au préservatif. Nous savons cela aujourd'hui grâce aux travaux des infectiologues qui ont pu nous renseigner notamment sur le VIH, même si ce n'est pas la seule IST. Nous savons également grâce aux gynécologues que la prise d'acide folique au début d'un parcours de grossesse prévient de graves malformations. Nous savons que la survenue d'un nouveau symptôme doit faire l'objet d'un examen minutieux et au moindre doute, demander au patient de prendre rendez-vous avec son médecin afin d'écarter toute problématique qui n'appartiendrait pas à notre propre champ opératoire. Inutile de développer davantage cet inventaire ici, l'idée apparaît clairement. Le psychothérapeute et le psychanalyste ne peuvent pas faire l'économie d'une culture médicale élémentaire. Cela peut paraître évident, mais détrompez-vous. À ce propos, j'ai en mémoire l'argument d'une professeure de faculté qui s'insurgeait contre l'insularité clinique de certains analystes parfois renommés, après que l'un d'eux, assurant une cure, invitait à associer librement une patiente qui du jour au lendemain ne parvenait plus à faire des croix en écrivant. Castration, complexe d'Oedipe, tout y passe sur le divan. Jusqu'à ce que quelques mois plus tard, après une chute, une tumeur au cerveau désormais inopérable est découverte chez la dite patiente. Ce cas n'est pas une exception, et nous ne pouvons ni être pris au sérieux par les médecins, ni prétendre à proposer une clinique du partenariat digne de ce nom, telle que l'a déclinée Madame Nemraoui ce matin, si en tant que cliniciens, nous sommes médicalement à côté de la plaque. Nous avons pu entendre, grâce à son témoignage, comment une pratique médicale attelée aux neurosciences peut bénéficier des effets de la clinique psychanalytique. Mais qu'en est-il de la perspective inverse ? Est-ce que la clinique psychanalytique peut s'appuyer sur les neurosciences, comme elle le fait avec la médecine, pour nourrir sa praxis sans pour autant contaminer ce qui constitue sa singularité ? J'en reviens à ma petite vignette d'introduction, pour apporter un élément de réponse à cette question. Nous ne pouvons plus, aujourd'hui, faire comme si nous ne savions pas que les écrans et leurs contenus sont nocifs pour les très jeunes enfants, puisque ces 30 dernières années, une myriade d'études ont vu le jour, mettant en évidence chez les jeunes enfants que l'exposition précoce et prolongée aux écrans a des conséquences sur le développement du cerveau, de la concentration, de l'acquisition du langage, que cette exposition, par ailleurs, est corrélée à des problèmes de sommeil, de la vision, de l'agitation, de la prise de poids. Je dois sûrement en oublier. Je ne rentrerai pas ici dans le détail de ces études, mais depuis quelque temps déjà, des recommandations officielles existent à ce sujet en France. Elles sont émises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Bon, il ne s'agit pas ici de dire que les écrans sont mauvais ou qu'il faille donner des conseils aux parents, cela n'est pas notre position. Par contre, nous pouvons avoir à l'esprit que c'est là un indicateur qu'il n'y a pas, chez le parent qui laisse une porte ouverte à un usage déréglé des écrans à son enfant, une castration symbolique opérante. Ce que j'entends par castration symbolique, c'est que le parent puisse reconnaître sa propre limite et faire le deuil de son propre désir de toute puissance infantile. C'est là une condition indispensable pour un véritable accès à l'altérité et pour une transmission efficiente des limites aux enfants dont le parent a la charge. J'ai reçu il y a quelques mois un homme d'environ 35 ans qui m'a contacté pour son fils, mais qui a accepté de me rencontrer d'abord seul. Monsieur m'explique que son fils, âgé de 3 ans et demi, a développé une addiction au téléphone portable. Il passe plusieurs heures par jour sur le téléphone de son père à jouer sur une application, et qu'il devient insupportable lorsque l'audit téléphone lui est retiré. Le père explique que l'enfant parle très peu, est fuyant, ne joue que rarement avec ses jouets et a beaucoup de mal à s'endormir. Je prendrai quand même le temps par la suite d'accueillir cet enfant afin de m'assurer qu'il ne s'agissait pas là d'une forme d'autisme non déclarée jusqu'alors, ce qui s'est avéré après coup ne pas être le cas. Au cours de la première séance avec ce père, s'est engagée une bataille, symbolique, mais une bataille, afin de tirer au clair les tenants et les aboutissants de cette addiction au téléphone portable de son fils. Le ton est monté, monsieur s'est énervé,
me disant que je ne le comprends pas et qu'il se sent jugé au-devant de mon étonnement de la situation. Il accepte ensuite d'associer librement ses pensées et nous découvrons ensemble qu'il a très peur de frustrer son fils et que celui-ci ne l'aime plus. Il poursuit et associe cela à son propre père, autoritaire et violent, duquel il ne s'est jamais senti aimé. Monsieur souhaite à tout prix que son fils puisse l'aimer, pour ne pas que son fils souffre comme lui a souffert. Il est là une logique tout à fait humaine, mais fallacieuse, et qui plus est n'est pas compatible avec la position de père, qui implique, par amour, de pouvoir apposer des limites. Encore faut-il pour cela que le parent ait pu accepter sa propre limite. À la fin de la séance, j'ai demandé au père de ne plus laisser son téléphone à son fils. Ce qui m'a permis de dire une telle chose, ce ne sont pas les arguments du CSA ou des neuroscientifiques. La visée ici, c'était de pouvoir commencer à opérer sur ce qui est à l'œuvre chez le père dans son comportement avec son fils, puisque tout cela est masqué à première vue. D'ailleurs, dès la première séance, le père concède un premier pas, en découvrant que le problème qu'il rencontre avec son fils est une répétition d'un quelque chose qui le concerne lui. Derrière l'écran, le DIP. Dans les semaines qui suivent, monsieur se met au travail et me fait part de ses difficultés et de son mal-être face à son fils, qui, lui, va mieux de jour en jour et s'éveille peu à peu au monde. À bien y réfléchir, il manque un point d'interrogation au titre de mon intervention. Est-ce que les neurosciences fournissent un argument en faveur de la castration symbolique parentale en nous renseignant sur la nocivité des écrans ? Je ne pense pas. Cet argument nous provient tout simplement du discours des personnes en souffrance qui viennent nous rendre visite, ou du comportement des enfants qui nous enseignent que quelque chose cloche. Toutefois, les études menées sur l'impact du temps d'écran sur les enfants viennent illustrer dans l'après-coup les conséquences potentiellement désastreuses du comportement de parents qui n'occupent pas leur position. Nous pouvons avoir cela à l'esprit, mais cela ne peut pas constituer un motif en soi pour nous orienter aveuglément dans la clinique. Je ne pense pas, comme le clame le docteur Yves Sarfati, qu'il faille, je le cite, inciter tous les neuroscientifiques à faire une psychanalyse. L'ambition de développer une interdisciplinarité n'est pas une condition suffisante pour aller s'allonger sur un divan. Je ne pense pas non plus qu'il faille à tout prix rapprocher les disciplines, car elles reposent sur des conceptions bien différentes de l'esprit humain, et il y aurait là trop à y perdre. C'est la position défendue par Bruno Falissard, qui nuance cependant, je le cite, « Oui, bien sûr, il faut décloisonner les savoirs. À l'évidence, les psychanalystes doivent lire des travaux de neuroscientifiques et les neuroscientifiques la prose psychanalytique. Il y aura des fertilisations croisées, c'est sûr. Mais nous avons avant tout besoin d'une science psychanalytique bien cloisonnée des neurosciences et des sciences cognitives. » Merci de votre écoute.